Les dernières informations de la chaîne israélienne 12 indiquent qu'Israël a demandé les détails et une copie du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, mais que Washington a refusé. Et vous vous souvenez, quand la guerre a commencé, tout était coordonné entre les États-Unis et Israël. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient peut-être des objectifs différents dans la guerre contre l'Iran, mais malgré tout, il y avait une forme de coopération. Aujourd'hui, il semble qu'Israël ne soit pas satisfait de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, ni de ce protocole d'accord. Je ne sais pas trop, j'ai parlé avec des gens en Iran, ils ne sont pas optimistes. Aux États-Unis, c'est pareil. Mais malgré tout, c'est une étape importante, vu la situation actuelle. Pensez-vous que ce soit une option viable pour que les deux parties commencent quelque chose? Ce n'est pas encore un véritable accord. C'est une étape vers des négociations. Ce ne sont pas encore les négociations elles-mêmes. C'est pour ça que c'est important comme premier pas. Mais je ne sais pas, quelle est votre lecture de tout ça? Comment voyez-vous ce protocole d'accord? Eh bien, ma vision d'un protocole d'accord me rappelle la phrase du magnat d'Hollywood Samuel Goldwyn. Il disait qu'un contrat verbal ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. C'est à peu près comme ça que je vois les choses, en général. Mais plus précisément, et surtout compte tenu de vos remarques d'introduction sur Israël, je considère qu'Israël joue fondamentalement le rôle de perturbateur dans ce processus. Il faut regarder qui sont vraiment les acteurs en présence. Ce n'est pas seulement les États-Unis et l'Iran. Il y a aussi Israël et le Hezbollah. Or, ni le Hezbollah, ni Israël ne font partie de ce protocole d'accord. Ils ne l'ont pas approuvé. Et nous savons très bien, ou du moins, moi je pense, que les Israéliens ne veulent pas qu'un accord de paix avec l'Iran soit conclu. Shall we say, to reach a stage in which somehow Iran is viewed as a normal country again. So they're going to do everything they possibly can to sabotage the implementation of whatever it is that's going to happen. And we have no idea what's going to happen because we don't even know what's in the MOU. And the leaks that are coming out are very contradictory because the Iranians seem to be saying that le Hezbollah et Israël font partie de l'accord. Qu'en gros, Israël devrait retirer ses armes du Liban et se replier sur son propre territoire. Mais Israël affirme catégoriquement que ce n'est pas le cas. Pourtant, si Israël n'a pas vu l'accord, comment peut-il affirmer qu'il n'en fait pas partie? Ce qu'ils disent, en gros, c'est que si ça fait partie de l'accord, ils ne vont pas l'accepter et ils vont tout faire capoter. Donc c'est très flou, tout ce qui se passe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la remarque de Samuel Goldwyn me revient en tête. Il disait qu'un contrat oral ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. C'était une boutade. Mais en réalité, c'est assez juste. En tant que personne du monde des affaires, je sais très bien ce que valent les protocoles d'accord dans ce milieu. Et franchement, c'est même pas aussi solide qu'une poignée de main à l'ancienne. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a aucune sanction si on ne respecte pas le protocole. Et un contrat sans sanction, au fond, ça ne vaut rien. Je pense que le problème pour les deux camps en ce moment, c'est de savoir quelle sera la prochaine étape. Est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre? Est-ce que les États-Unis vont décider de quitter la région, de s'en retirer, comme ils l'ont fait avec les Yéménites en mer Rouge? Quelle est l'option pour l'administration Trump? Il me semble qu'il veut sortir de la région, mais qu'il essaie d'obtenir quelque chose avant de le faire. Je ne sais pas ce que c'est, et je me demande s'il existe une meilleure option pour l'administration Trump. Eh bien, pour répondre à ça, vous dites « meilleure option ». Mais on ne sait même pas quelle est la première option.
Donc en fait, tout ça, c'est une option. Je veux dire, d'après ce que je comprends de la première option, pardon de vous interrompre, ce serait de repartir en guerre, ensemble avec Israël, contre l'Iran. Répète ça encore, Nima. D'après ce que je comprends, la première option, ce serait de reprendre la guerre, de lancer une nouvelle phase du conflit, la troisième, aux côtés d'Israël. Voilà, c'est la première option. Eh bien, je ne pense pas que l'administration Trump veuille vraiment s'engager là-dedans. Mais je pense que, idéalement, Trump, et vu son comportement, aimerait que les choses évoluent d'une manière qui lui permette de continuer à dire qu'il a gagné, tu vois? Que tout va bien. Et qu'en résumé, Trump est un héros. Donc, si on peut assembler les éléments qui lui permettraient de faire ça, ce serait sa stratégie idéale. Maintenant, ce serait une position surtout rhétorique, presque nominale. Mais sous cette façade, ce serait un sacré désordre. Parce qu'il y aurait toujours, d'abord Israël au Liban, et ça ne disparaîtra pas. Et il y aurait encore ces allers-retours constants avec le Hezbollah. Et ça non plus, ça ne disparaîtra pas. Et on aurait, disons, de petites escarmouches sur les bords, tout le temps, de petites interventions, et ainsi de suite. Donc on se retrouverait avec un équilibre très, disons, instable. Le meilleur scénario possible pour Trump, ce serait un scénario où il peut présenter ça comme une victoire, mais ce serait purement rhétorique. En réalité, ce serait un équilibre extrêmement instable, avec toutes sortes de choses qui n'auraient jamais été réglées, et qui ne le seront peut-être jamais. Donc à mon avis, du point de vue de Trump, ce serait la situation idéale. Parce que regardez où on en est aujourd'hui. Regardez ce qu'il essaie de faire passer. Il dit, on va rouvrir le détroit. Je suis un héros. On gagne sur tous les fronts. La réalité, c'est que, à l'heure actuelle, compte tenu de ce qu'on sait, les États-Unis ont subi une défaite stratégique majeure. Et pour analyser ça, on peut utiliser ce qu'on appelle en finance une étude d'événements. Sur Wall Street, une étude d'événements, c'est simple. Vous avez une entreprise, son action évolue normalement, puis il se passe quelque chose. Une annonce de résultats, une publication de bénéfices, une opération de crédit, une fusion ou un rachat d'actions. Voilà, c'est ça l'événement. Ensuite, on regarde ce qui arrive au cours de l'action après cet événement. Et c'est très facile de faire une étude d'événements d'ailleurs et d'analyser les choses de cette manière. C'est ce qu'il faut faire. Donc avant la frappe américano-israélienne contre l'Iran, si on regarde simplement le détroit lui-même, il était ouvert. Et en gros, l'Iran n'était pas vraiment impliqué dans cette affaire. Maintenant, il y a eu cet événement, cette frappe contre l'Iran. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? L'Iran va clairement avoir un certain contrôle, ou au moins un rôle visible, dans le détroit à l'avenir. Ils auront du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et il y a pas mal de rumeurs qui circulent, disant que Trump aurait affirmé qu'il n'y aurait pas de péage, mais qu'ils appelleraient ça autrement. Qu'ils parleraient de frais de gestion logistique, ou quelque chose du genre. Donc à mon avis, ce vers quoi on va, et d'ailleurs je pense que ce serait une bonne solution d'équilibre, c'est quelque chose qui ressemblerait à la Convention de Montreux de 1936 sur le Bosphore. Cet accord avait mis fin à une situation très instable et avait donné à la Turquie le droit d'imposer des frais de gestion aux navires passant par le Bosphore et les Dardanelles. Je pense que c'est probablement ce qui va vraiment se passer. Mais en réalité, on n'en sait rien. Je ne fais que spéculer. Je parle de mon point de vue. Et d'ailleurs, du point de vue de la plupart des grandes compagnies maritimes, c'est aussi ce qu'elles préféreraient. Elles n'ont pas de problème à payer des frais de gestion ou un péage, tant qu'elles ont la garantie
que si elles demandent à traverser le détroit auprès des Iraniens et qu'elles payent le péage, elles auront un passage sûr et pourront continuer leur route. Mais souvenez-vous, si on regarde ça comme une étude d'impact, c'est une perte pour les États-Unis. Et c'est un gain pour qui? Pour l'Iran. Parce qu'avant, l'Iran n'était même pas dans l'équation. Tout le monde passait simplement. Et c'est la même chose si on regarde toute la série de ces situations. Et les réparations alors? J.D. Vance dit que, le protocole d'accord prévoit quelque chose à ce sujet. Et ces réparations, c'est plus de 300 milliards de dollars qui seraient censés être payés par les membres du Conseil de coopération du Golfe. Sauf que les pays du Golfe n'ont jamais été partie prenante de ce protocole. Donc, le protocole va leur imposer une sorte de taxe et ils vont la payer. Là, on entre vraiment dans les petits détails et on voit bien qu'ils s'enchaînent les uns après les autres. Tous vont dans le même sens. La conclusion de l'étude d'impact, c'est que la situation après l'événement, la guerre israélo-américaine contre l'Iran, laisserait les États-Unis dans une position stratégique bien plus mauvaise. C'est, disons, ma vision d'ensemble, vue d'avion à 10 000 mètres d'altitude. Mais Nima, de toute façon, le seul endroit où on peut voler en ce moment, c'est bien à 10 000 mètres. Oui. Le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis vont permettre à l'Iran de vendre immédiatement du pétrole et du carburant sans sanction, dans le cadre du protocole d'accord. Et ça fait, je crois, plus de 7 ans que l'Iran a ce problème pour vendre son pétrole et son gaz. Il n'y était pas autorisé à cause des sanctions. Aujourd'hui, les États-Unis essaient de faciliter ça, la vente de pétrole et de gaz iranien après 7 ans. Et c'est un changement énorme. Mais tout tourne autour de l'économie. Quand on regarde ces arguments et ce qu'on a appris des fuites liées à ce protocole d'accord, tout est lié à l'économie. Tout est lié aux sanctions. Tout tourne autour de la fin du blocus américain dans le Golfe Persique. L'Iran garde toujours une forme de contrôle sur le détroit d'Ormuz. Et on a appris que les avoirs iraniens gelés vont être libérés dès la signature, parce qu'ils ont déjà signé le protocole d'accord de manière numérique et qu'ils vont se rendre en Suisse pour le faire physiquement. On y mentionne le président du Parlement iranien et J.D. Vance. Donald Trump a dit qu'il pourrait s'y rendre aussi. Je ne vois pas comment c'est possible que J.D. Vance et Donald Trump soient en même temps à l'extérieur des États-Unis. C'est en quelque sorte contraire à la loi, mais c'est ce qu'il a dit. Donc si on regarde maintenant du côté de l'économie, appelez ça la loi. Franchement, qui s'en soucie, hein? Je dis ça un peu pour plaisanter, mais bon, Trump fera exactement ce qu'il veut faire. Et si c'est contraire à la loi, il s'en inquiétera plus tard. mais comment voyez-vous la manière dont les deux vont agir? Disons qu'il va faire tout ce qu'il peut, que ce soit sur les sanctions ou sur d'autres dossiers. Mais pour moi, la vraie question, c'est toujours le Liban. Parce qu'aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'Israël devait se retirer totalement du territoire libanais. Et Benjamin Netanyahou a répondu que ça n'arriverait jamais. Il ne le fera pas. Il se moque du protocole d'accord. Il n'en fait pas partie. C'est pour ça qu'Israël fera ce qu'il estimait dans son intérêt. Vous pensez que Donald Trump aurait une forme d'influence sur Israël? Imaginons qu'Israël décide de reprendre le conflit, de relancer la guerre. Si Israël attaque Beyrouth, si Israël frappe Tahrir, qui se trouve dans le sud de Beyrouth, ils ont déjà attaqué 2 fois. La première fois, l'Iran a réagi. La deuxième fois, Donald Trump et son administration sont intervenus.
Et l'Iran a estimé qu'il y avait eu une sorte de grande concession de la part de l'administration Trump. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi de ne pas répondre à la deuxième attaque israélienne. Donc aujourd'hui, si Israël décide d'attaquer l'Iran, de replonger dans le conflit, sans l'aide des États-Unis, ils ne pourront pas poursuivre la guerre. C'est la réalité de la situation. Eh bien, je pense que ce que vous venez de décrire correspond à ma façon de voir les choses. Et ma façon de voir, encore une fois, de manière générale, sans entrer dans les détails, c'est qu'on sait qu'Israël va essayer de jouer les troubles faits. Et ce qu'on va avoir, à mon avis, c'est une sorte de jeu du bon et du mauvais flic entre les États-Unis et Israël. Parce qu'avec le lobby israélien aux États-Unis, Trump a les mains plutôt liées. Il ne va pas couper les ponts avec Israël, croyez-moi. Aucune chance. Les États-Unis vont continuer à soutenir l'armée israélienne, non seulement financièrement, mais aussi avec des armes, de la surveillance, du renseignement et tout le reste. Tout ça va continuer. Donc quand Israël attaquera le Hezbollah, et d'ailleurs attaquera en premier, ils n'attendront même pas pour riposter. La plupart de ces attaques sont en fait des frappes préventives. Ce n'est pas présenté comme ça dans la presse, mais si on écoute attentivement et qu'on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est bien ce que c'est, des frappes préventives. Et la version officielle, eh bien, elle vient des services de renseignement israéliens. Les Israéliens vont dire « On a bombardé un immeuble à Beyrouth parce qu'il y avait un type à l'intérieur prêt à tirer une roquette sur Israël » ou quelque chose dans ce genre. Franchement, c'est presque une blague. Mais ça passe, personne ne réagit, et ça va continuer. Ensuite, on aura un coup de fil de Trump en train de passer un savon à Netanyahou, et Netanyahou, vous voyez le tableau. La réalité, c'est que la relation entre les États-Unis et Israël ne va pas beaucoup changer. C'est ça, le fond du problème. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis vont continuer à faciliter le travail du perturbateur pour qu'il puisse perturber. On en a déjà parlé dans la première partie de notre conversation, Nima. Il y a beaucoup d'acteurs importants qui ne font pas partie de ce protocole d'accord. Prenons simplement le cas du Hezbollah. Le Hezbollah n'a même pas participé aux négociations entre le gouvernement libanais et Israël. Mais enfin, les membres du Hezbollah, les gens qui leur sont favorables, ou ceux qui vivent dans le sud du Liban, ce sont des Libanais, non? Ce sont tous des Libanais. C'est complètement absurde, parce que la guerre, en réalité, c'est entre le Hezbollah et Israël. Le gouvernement, lui, est en train de négocier avec les Israéliens dans ce qu'ils appellent des pourparlers de paix. Ils n'ont aucun problème entre eux. Il n'y a pas de guerre entre le gouvernement libanais et Israël. Tout tourne autour du Hezbollah et d'Israël. Je pense que le point que vous soulevez est vraiment important et même crucial. C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes avec ce que Donald Trump essaie de faire. Rapprocher le Liban et Israël. C'est ça le vrai enjeu. Et il a dit récemment, aujourd'hui même, qu'il voulait remplacer Israël par la Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire par là. Il a expliqué qu'Israël tuait trop de gens et que c'est pour ça qu'il fallait le remplacer par la Syrie. On a l'impression qu'il cherche à provoquer une sorte de guerre civile au Liban. Et pendant que les Libanais se battraient entre eux, Israël, lui, s'emparait des terres dans le sud du pays. Eh bien, encore une fois, tout ce dont on parle là, ça nous laisse, dans le meilleur des cas, avec un équilibre extrêmement instable. Même dans un monde presque parfait, on se retrouve avec une situation très fragile. Et je pense que ce sera le cas dans la région. Les répercussions géopolitiques vont être énormes, parce que tout le monde se dit maintenant, on a été exposé à tout ça et ça nous a beaucoup coûté.
Il faut qu'on se protège, qu'on diversifie. Donc, à mon avis, on va voir beaucoup de chaises bouger sur le pont, encore une fois, après l'événement. Les choses ne reviendront pas à ce qu'elles étaient avant. Je veux dire, Trump parle comme s'il rédigeait un protocole d'accord. Tout sera, en ce qui concerne le Détroit, je parle uniquement du Détroit, exactement comme avant. Mais non, ça ne le sera pas. C'est impossible. Et ça, c'est juste un aspect. Vous évoquiez les autres éléments, comme la levée des sanctions, par exemple, et la possibilité d'intégrer, ou du moins d'ouvrir la porte à l'intégration de l'économie iranienne dans l'économie internationale, d'une manière différente de ce qu'on a connu auparavant. Parce que croyez-moi, ils participaient déjà à l'économie internationale avant, même s'ils étaient sous sanctions, et tout ce qui s'ensuit. Ils vendaient du pétrole, ils faisaient du commerce, et ainsi de suite. Mais une grande partie de tout ça passait par des marchés noirs, des contournements des sanctions, bref, toutes sortes d'activités plus ou moins douteuses. Donc à chaque fois qu'on impose des sanctions, ça finit toujours par créer des marchés noirs, des activités illégales, des réseaux de trafiquants internationaux, et j'en passe. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. Alors, en théorie, le protocole d'accord est censé changer tout ça et ouvrir la situation, soit immédiatement, soit progressivement. Et encore une fois, revenons à un point économique majeur. Qu'en est-il des avoirs gelés? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, le Conseil de coopération du Golfe qui financerait la reconstruction de l'Iran à hauteur de 300 milliards de dollars, alors qu'ils ne sont même pas signataires du protocole d'accord.